Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, des milliers de personnes ont manifesté ce jeudi dans plusieurs villes du Nigeria. Dans un pays en proie à une grave crise économique, ils protestent contre la mauvaise gouvernance et la cherté de la vie. Au moins 3 manifestants ont été tués dans l'état du Kaduna. Le point en début d'édition. En Guinée, au lendemain du verdict historique dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, certaines victimes semblent déçues des peines prononcées contre les auteurs, alors que l'un des principaux accusés, l'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara, va faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité. Enfin, un bout de Jeux Olympiques s'invite dans notre journal. Le pongiste sénégalais Ibrahima Diop est notre invité du soir. Avec lui, nous reviendrons sur son parcours, la vie au sein du village olympique, mais également la pratique du tennis de table au Sénégal. Je le disais en titre, après le Kenya et l'Ouganda, c'est au tour du géant Nigeria de faire face à une vague de manifestations contre la mauvaise gouvernance et le coût de la vie. Plusieurs milliers de personnes ont convergé dans les principales villes du pays le peuplé d'Afrique. Coups de feu en l'air, tirs de gaz lacrymogène. La police est intervenue pour disperser ce mouvement. Au moins 3 manifestants ont été tués jeudi dans l'état de Kaduna. Retour sur cette journée avec Clémence Valère. Au moins 3 morts et des dizaines de blessés lors du premier jour de manifestation au Nigeria. Jeudi, des milliers de personnes se sont rassemblées à travers le pays pour manifester contre la pire crise économique depuis une génération, affrontant des agents de sécurité lourdement armés et des gaz lacrymogènes. Le pays ouest-africain est plombé par une monnaie nationale dévaluée et une inflation galopante. Le coût des denrées alimentaires a augmenté de 40% et le prix des carburants a triplé par rapport à l'année dernière. Nous sommes fatigués d'avoir faim. Nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Nous ne pouvons pas acheter de tomates. Ce sont ces gens qui ruinent notre gouvernement, qui forment leurs enfants à l'étranger, mais qui gâchent l'éducation au Nigeria. Alors quand est-ce que ça va s'arrêter? Nous voulons qu'ils s'en aillent. Inspiré par les récentes manifestations au Kenya, le mouvement nigérian a débuté en ligne plusieurs semaines avant les rassemblements. Il a gagné en popularité sous le slogan « Fin de la mauvaise gouvernance au Nigeria ». Les organisateurs des rassemblements ont annoncé 10 jours de marche, ainsi qu'une liste de 19 demandes. Au cœur de leurs revendications, les réformes économiques du président Tinubu, implémentées il y a 1 an, en particulier la suppression d'une subvention d'État coûteuse sur les produits pétroliers. Le succès de cette manifestation dépendra de la décision du gouvernement de rétablir le régime des subventions. Dans ce cas, cela entraînera automatiquement l'effondrement sur les marchés des prix des denrées alimentaires et des matériaux. Mais pour cela, il faut que le gouvernement accepte nos demandes. Les autorités ont tenté de dissuader les activistes de participer aux manifestations. Elles ont menacé de réprimer les rassemblements pour éviter les violences et ont affirmé que les insurgés de l'État islamique avaient infiltré les manifestations à Kaduna. On reste au Nigeria où ces dernières semaines, les plus grands consommateurs d'électricité ont vu leurs tarifs augmenter. En échange, ils recevront 40% de l'approvisionnement disponible pendant au moins 20 heures par jour, alors que la Constitution stipule que le gouvernement doit garantir un minimum d'égalité dans la fourniture de certains services. Ce nouveau système de distribution favorise les couches privilégiées de la population. Le reportage à Lagos de Moïse Gomis. La télévision est éteinte chez Emmanuel Adeshina. Ce père de famille rationne la consommation d'électricité. Emmanuel paye l'abonnement le plus cher pour 20 heures d'affilée de courant par jour. Le prix a été augmenté de plus de 200% et pourtant, Emmanuel déplore toujours des coupures régulières. Nous avons droit aux mêmes heures d'électricité qu'auparavant. L'augmentation du prix n'a rien changé. Et nous avons toujours le même problème de coupure. On nous justifie cela par une panne sur le transformateur, par exemple. Et dans notre quartier, nous devons toujours contribuer avec nos voisins pour réparer le problème, alors que nous payons déjà un prix exorbitant. Ce type de plainte, ces agents de recouvrement l'entendent depuis l'augmentation des tarifs du courant. L'électricité au Nigeria est générée par 6 centrales privées, puis la distribution s'effectue via 11 sociétés ayant des licences. Le piratage du courant est le cauchemar de ces entreprises. Pour réduire la fraude à l'électricité, des compteurs à prépaiement sont de plus en plus installés. Nous vérifions les compteurs pour nous assurer qu'ils fonctionnent de manière optimale. Et pour ceux qui ne fonctionnent pas, nous nous assurons que notre entreprise ne perde pas d'argent en raison de connexions électriques illégales.
Validée par le gouvernement, cette hausse des tarifs de l'électricité touche les classes moyennes et supérieures. Le but, inciter les opérateurs privés du secteur à investir dans leurs infrastructures et mettre ainsi un terme aux coupures générales. Le patron de cette PME s'inquiète pour ses affaires. À cause de l'irrégularité du courant, son usine fonctionne avec des générateurs industriels. Le dirigeant pense que le coût excessif de l'électricité menace la survie de son entreprise. Aujourd'hui, nous devrions payer plus de 200 millions de naira par mois si on se base sur la tarification la plus élevée. Si nous faisons cela, nous ne pourrons pas continuer à faire fonctionner notre entreprise. Le tarif plein de l'électricité au Nigeria s'applique à près de 2 millions de clients sur les 12 millions concernés par le prépaiement. La production de courant atteint à peine 5 000 mégawatts, loin des 200 000 mégawatts estimés nécessaires pour couvrir les besoins des Nigérians. Moussa Dadis Camara va faire appel, c'est ce qu'ont annoncé les avocats de l'ancien dirigeant guinéen condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Mais au lendemain d'une journée historique pour la Guinée, certaines victimes ne semblent pas satisfaites du verdict. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Si le verdict du tribunal est qualifié d'historique par les organisations de défense des droits de l'homme, certaines victimes n'en sont pas totalement satisfaites. Elles estiment que la peine infligée à l'ancien chef de la junte guinéenne, capitaine Moussa Dadis Camara, n'est pas à la hauteur des crimes commis le 28 septembre 2009. Les condamnations que sont faites pour le commandant Dadis, le capitaine Dadis là, c'est faible. Il devrait avoir 40 à 50 ans de prison. Parce que nous, on a trop subi. On connaît ce qui s'est passé sur nous. Et on m'a cassé les pieds, on m'a brûlé, on a volé mon moto. Pour de nombreux observateurs et acteurs de la société civile qui ont suivi les audiences, le procès a été juste et équitable. Nous sommes très heureux que le tribunal ait accédé à la requalification donc des crimes contre l'humanité. Vous avez vu la responsabilité du supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est des aspects très importants qui pourraient non seulement contribuer à la lutte contre l'impunité, parce que promouvoir et protéger le respect des droits de l'homme pendant l'exercice des fonctions. Les avocats de Moussa Dadis Camara contestent le verdict et ont décidé de faire appel. En bref, 2 cas de Mpox, virus appelé longtemps variole du singe ou monkeypox, ont été recensés la semaine dernière au Rwanda, dont un est déjà sorti de l'hôpital, annonce du ministère de la Santé. 2 autres pays d'Afrique de l'Est, le Burundi et le Kenya, ont recensé les premiers cas de Mpox. Je rappelle que ce mercredi, la Côte d'Ivoire a annoncé avoir recensé 2 cas non mortels. En Mauritanie, un mois après sa réélection, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a prêté serment jeudi pour un second mandat de 5 ans. Celui qui a été réélu dès le premier tour avec 56,12% des voix a promis de lutter contre la corruption. Un point sur les résultats africains. En basket féminin, dans le groupe C, les Nigérianes ont été battues par la France 75-54 dans le groupe C. Mais tout reste possible pour elles. Elles joueront leur qualification lors de leur dernier match de poule contre le Canada. Au handball féminin, les Angolaises ont également perdu contre la France, décidément, 38-24. 4e du groupe, elles peuvent toujours se qualifier pour le prochain tour. Enfin, en natation, la Sud-Africaine Tatiana Smith vient de remporter l'argent en finale du 200 mètres brasse derrière l'Américaine Kate Douglas. Notre invité de ce soir a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Paris en tennis de table. Nous avons le plaisir de recevoir Ibrahima Diop ou Iba Diop. Je vous présente très rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, vous êtes né en France. Vous avez grandi à Créteil, en Île-de-France. Vous pratiquez votre sport au club de la Romagne, dans le pays de la Loire, en France. Est-ce que j'ai tout bon? Vous avez tout bon. Alors, je disais, vous avez participé aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, le public parisien vous a ovationné lors de votre entrée en lice contre le Népalais Santou Shrestha. Est-ce que ça vous a surpris? Ah oui, ça m'a vraiment surpris. C'est vrai que je fais pas mal de choses pour le tennis de table. Et je pense que j'ai pas mal d'explications pourquoi, mais c'est vrai que ça m'a vraiment surpris d'avoir cette ovation-là, parce que je ne sais pas d'où, en fait, j'ai eu le droit à ça. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs, justement, qui viennent de Paris, qui font les JO là à Paris. Donc, ouais, je suis vraiment, j'étais vraiment ému de ce qui s'est passé.
Oui, vous dites, et malheureusement, vous avez été éliminé en 32e de finale face à l'expérimenté joueur de Hong Kong, Wong Chun-Ting, au bout du 7e set quand même. Je rappelle que vous êtes 89e mondial. Est-ce qu'on peut dire que la marche était trop haute? Quel bilan faites-vous de votre compétition? Oui, la marche était un peu, peut-être trop haute. C'est vrai que bon, j'ai fait vraiment le maximum de ce que j'avais entre les mains pendant ces JO-là. C'est vrai que il m'a manqué vraiment pas grand-chose. Mais je suis vraiment fier de ma prestation parce que j'ai appris vraiment des JO de Tokyo. Donc voilà, je suis vraiment content et fier de ma prestation, mais quand même un peu déçu. Un peu déçu, voilà, un peu dégoûté parce que je sais que j'aurais pu le faire, quoi. Vous auriez pu faire mieux. Et au JO de Tokyo, vous avez fait une meilleure performance au JO de Paris qu'au JO de Tokyo? Oui, j'ai fait une meilleure performance là à Paris. Parce que bon, j'ai gagné un match, j'ai gagné mon premier match, donc, et puis surtout ma prestation technique et mentale a été beaucoup mieux que celle de Tokyo, donc du coup, voilà, je suis vraiment content, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Alors racontez-nous maintenant comment vous avez vécu ces Jeux en termes d'émotion. Je sais que votre famille est venue vous soutenir. L'aviez au village olympique, je sais que vous avez rencontré Rafael Nadal à la cantine. On a la photo d'ailleurs, on va la mettre. Racontez-nous un peu comment ça se passe, le village avec les athlètes. Alors, c'est vrai que moi, j'essaie vraiment de sortir de ça, de justement les Jeux Olympiques. Après, il ne faut pas se mentir, c'est les Jeux Olympiques, c'est incroyable. Donc, du coup, en fait, moi, quand j'arrive, je profite vraiment d'une journée où je prends des photos avec des stars. Qui, par exemple, vous avez eu qui? J'ai eu Rafael Nadal, j'ai eu Alcaraz, j'ai vu Zverev. Donc, voilà, et puis plein de stars comme Victor Axelsen, etc. Donc, vraiment pas mal de stars. Donc, du coup, en fait, je me rince un peu les yeux la première journée. Je fais un peu les jeux. On a par exemple un téléphone, je découvre un peu le village, etc. Donc, je profite vraiment de cette journée-là pour un peu me libérer l'esprit et profiter un peu. Et puis après, le lendemain, c'est concentration sur le plus important. Et le plus important, c'est le tennis de table. Je l'ai dit, vous représentez le Sénégal, mais finalement, vous êtes chez vous, à Paris, vous êtes né, vous avez grandi à Créteil. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est particulier de jouer un peu chez vous? C'est clair, c'est particulier, parce que c'est vrai que tout le monde était super content, ma famille, mes amis. Donc voilà, tout le monde était super content pour moi. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pris avantage sur ça, de jouer à la maison. Par exemple, j'ai dormi chez moi la veille des matchs pour vraiment me... Vous n'avez pas dormi dans les lits en carton? Exactement, voilà, parce que je n'arrivais pas à dormir. À chaque fois, j'étais à 5 heures, 6 heures de sommeil. Donc, voilà, je suis rentré chez moi, j'ai bien mangé. J'ai passé du temps avec ma famille. J'ai dormi là où je suis né. Et puis, pour vraiment me mettre bien pour avoir de meilleures conditions. J'ai aussi emmené mon préparateur mental, mon entraîneur qui était là aussi dans les tribunes. Donc, j'ai vraiment pris ce qu'il fallait justement pour me mettre à l'aise chez moi, quoi. Je précise que vous êtes professionnel, vous avez le statut de professionnel. Vous êtes licencié en France, vous vivez au Danemark et vous représentez le Sénégal. Racontez-nous comment ça se passe une saison pour vous, avec tous ces voyages, etc. C'est vrai qu'en fait, chez moi, donc moi je suis basé au Danemark, chez moi je passe vraiment moins de 100 jours chez moi. Je suis vraiment soit sur les tournois internationaux, soit je suis avec mon club de la Romagne pour jouer les matchs. Et puis après, voilà, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, c'est vraiment pour m'entraîner. Et puis avec ça, un tout petit peu de vacances quand même pour se reposer. Donc c'est vrai que je passe mon temps vraiment dans les avions et à ma pratique professionnelle, quoi. Et vous avez choisi de représenter le Sénégal. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ce choix? Déjà, c'est le pays de mon père. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu le cursus français. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, la compétition était assez énorme en France. Voilà, j'ai pas apprécié vraiment le système français. Donc, je suis sorti du cursus, même si j'étais champion d'Europe en jeune. Et puis, le projet sportif au Sénégal m'a plu. Et puis, aussi pour vivre justement des événements comme ça et pour représenter aussi mes origines, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous savez quelle est la place du tennis de table au Sénégal?
Elle commence vraiment à grandir, surtout sur les compétitions africaines. C'est vrai que maintenant, depuis que je joue, depuis 2019, le Sénégal est vraiment craint. On a réussi à se qualifier pour les championnats du monde par équipe en 2020. Bon, ça a été annulé, mais on a quand même eu notre qualification là. Et puis maintenant, au tennis de table africain, on peut compter sur le Sénégal, sur toutes les compétitions africaines, parce que j'ai remporté 4 médailles depuis 2019 pour le Sénégal. Justement, le Sénégal qui va accueillir pour la première fois, ce sera pour la première fois en Afrique en 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse. À ce propos, on va écouter Bakary Sega Bachili, c'est le directeur général de l'APIC, c'est l'agence de promotion des investissements et des grands travaux au Sénégal. Il est au micro de nos journalistes Aurélie Kouman et Alma Missane. On l'écoute. Aujourd'hui, le pari de l'organisation, il y a de grands défis. On est conscient de ces défis-là. Nous savons qu'au Sénégal, il y a encore des efforts à faire. Mais ce sont ces défis-là qui nous donnent la motivation nécessaire pour pouvoir élever le niveau. C'est une occasion qui a été donnée au Sénégal de montrer à la face du monde ce que ça veut dire la teranga déjà, l'hospitalité, mais également ce qu'on a à montrer sur le plan culturel, sur le plan traditionnel, sur le plan artisanal, sur le plan des nouvelles technologies, parce que le Sénégal aussi a pris le train des nouvelles technologies. Donc c'est une occasion aussi, une vitrine sportive pour montrer nos talents à tous les niveaux. Donc c'est une grande fierté, une grande joie pour le Sénégal. Donc les Jeux Olympiques de la jeunesse pour la première fois seront en Afrique et ce sera à Dakar au Sénégal, votre pays. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est super, vraiment, pour nous d'accueillir les JOJ. Je pense que c'est vraiment, un test, vraiment pour l'Afrique. Et c'est super que ce soit le Sénégal qui ait pris la charge pour ce test-là. Et je pense que les autorités au Sénégal ont énormément de pression, mais je suis vraiment à côté ce qui se passe au Sénégal, et je sais qu'ils s'arrachent vraiment pour essayer de faire les choses correctement pour les JOJ. Et voilà, comme je dis, c'est vraiment un test pour l'Afrique et pour le Sénégal, et je suis content vraiment que le Sénégal a vraiment voulu prendre ce défi-là. Merci beaucoup Iba Diaw. Vous avez accepté notre invitation sur France 24. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et moi, je remercie les téléspectateurs du Journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'information continue.